Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette édition de relance de votre mensuel d'information, Bloc-Notes. À la une de cette édition, l'accès à l'habitat au Cameroun. Le pays, vous le savez certainement déjà, connaît un grave déficit dans ce secteur avec près d'1,5 million de logements requis. Dans la plupart des grandes villes camerounaises, on se loge comme on peut, souvent au mépris des règles élémentaires d'urbanisme et d'urbanisation et parfois aussi avec des conséquences inimaginables sur la vie des populations. C'est dans ce contexte que l'État a entrepris depuis quelques années de densifier son parc immobilier pour apporter une solution efficace et pourquoi pas définitive à cette grande cause nationale par le lancement d'un vaste programme de construction de 10 000 logements sociaux et parcelles aménagées pour permettre à un maximum d'avoir un toit sur la tête. Mais ce n'est pas suffisant. L'État, pour se sortir de l'impasse, devra mettre en place une véritable politique offensive de l'habitat qui intègre non seulement ses actions étatiques, mais également qui promeut une politique d'autoconstruction. Dans cette édition de Bloc-Notes, mesdames, messieurs, je vous convie à revisiter l'environnement de l'habitat au Cameroun dans ses principaux axes que sont l'accès à la terre, l'accès au crédit, qui ont constitué toutes ces années le ventre mou de cette politique nationale. Cameroun, se loger, un défi, c'est le titre de cette édition de Bloc-Notes. Où se loge-t-on dans les grandes villes camerounaises? Question à 3 inconnus dont la réponse révèle les travers d'un habitat à plusieurs dimensions, également fonction des moyens dont dispose chaque Camerounais. Entre les bidonvilles, les sociétés de l'État et les quartiers futuristes où les châteaux de 1001 nuits sont un véritable régal, le Cameroun Habitat se dévoile. Habitat au Cameroun, une équation à 3 inconnus. C'est le titre de ce reportage de Bloc-Notes que je m'en vais vous proposer. On se retrouvera juste après, mesdames, messieurs, dans le cadre d'un entretien vérité que nous a accordé le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, M. Jean-Claude Mbouenchou. Voilà, je ne sais même pas d'où maintenant, que dès que vous cassez d'où maintenant, on va arriver d'où maintenant où. Voilà, nous on va aller d'où maintenant où. Dès que vous cassez l'oreille là. Voilà, comme moi d'où maintenant, Joseph Makadjela, je vais aller où. Mfandena, Benoueraï précisément. Ici, c'est l'un des quartiers à problème de la ville de Yaoundé, la capitale politique camerounaise. Au hasard des installations et à la faveur d'un terrain vague, disponible le long du chemin de fer, des familles se sont installées, ou plus exactement, se sont entassées. Les maisons ou ce qui en tient lieu sont collées les unes aux autres, difficiles de circuler. L'accès à toute fonction vitale humaine, comme l'eau, l'éclairage public, le centre de santé, est un rêve. Il y a beaucoup de problèmes parce que d'abord, c'est un quartier qui a besoin vraiment de l'assainissement total. Il y a aussi le civisme qu'il faut vraiment, l'implication entière, à part de la police même dans ce quartier, parce qu'il y a certaines choses qui se passent et qu'on ne peut pas le dénoncer parce qu'on craint les représailles. La débrouillardise dans ce quartier, c'est la règle. On mange comme on peut. On dort quand c'est possible. Mais en veillant toujours à faire la place aux compagnons de vie de toujours, les animaux, qui côtoient ici leur maître en toute promiscuité, sans que cela ne gêne personne. Pour ces hommes et femmes qui vivent dans ce quartier, avoir un toit sur la tête, c'est déjà une bien grande prouesse. C'est manque de moyens, c'est ça que je suis en train de dire, c'est manque de moyens. Tu vois, si quelqu'un avait les moyens, quelqu'un pourrait venir habiter ici au rail. Il n'y a pas l'argent. Tu vas partir à Basso, on va te dire la maison à Basso, c'est 100 000 francs le mois, tu vas trouver l'argent où? Non, ça n'a pas été facile puisque j'ai pris ça peut-être au 3e main. Vous n'avez pas eu de soucis du type où on vend un terrain, on revend encore? Non, certainement, on ne peut pas manquer ce côté-là, madame, puisque vraiment, quand on n'a pas de moyens, on est obligé de se débrouiller avec les moyens qu'on a.
un peu plus de 2,5 millions de francs CFA. C'est le montant que cet homme a dû mobiliser au fur des années pour s'approprier et améliorer son cadre de vie. Le résultat, vous le voyez, est loin d'atteindre les normes internationales, mais c'est sa vie. Dans un tel environnement, les problèmes ne manquent point. Nous avons multiples problèmes dans ce secteur, tels que l'insécurité, oui, des petits bandits de gauche à droite, et ainsi de suite. Et il y a aussi, n'est-ce pas, le passage aussi du train qu'on sait. Bon, on essaie quand même, n'est-ce pas, d'éviter. Nous avons aussi hygiène et assainissement, nous n'avons pas un milieu qui fait bon vivre, bien-être. Nous avons aussi des problèmes, par exemple, de lumière. Nous avons ce qu'on appelle des coupures. Nous pouvons passer des jours sans lumière. Pour l'eau, bon, ici, là, nous avons un peu d'eau de fontaine. Nous avons une eau quand même propre, oui. Quelles sont les maladies qui se rencontrent le plus ici? Oui, ici les gens souffrent beaucoup plus. Du paludisme, il y a des eaux des eaux sales un peu partout. Il y a aussi le manque de moustiquaires, sûrement. Je ne sais pas où sont ces personnes qui ne profitent pas. Nous avons aussi problème d'hygiène. Nous avons les gens qui ont des coliques abdominales, le mal de ventre. Fandena ressemble à s'y méprendre à bien d'autres quartiers de Yaoundé. Briqueterie, Mvokada, Mvombi, pour ne citer que cela. Et la ville de Yaoundé elle-même n'est que le reflet de ce qui se passe dans la plupart des villes camerounaises. L'habitat y est précaire et les rêves d'émergence pour 2 millions de personnes qui vivent dans ces cités malfamées ressemblent à une véritable utopie. Nous avons besoin des routes, d'une servitude, parce que la seule servitude qu'on a là n'est pas totalement arrangée et la population et les gens du quartier ont de la peine à atteindre le niveau du goudron. Donc nous avons besoin que le quartier soit bien tracé, bien assaini. Que nous ayons par exemple, la mairie apporte des poubelles afin d'éviter de jeter des orties un peu partout qui va salir l'environnement. Nous avons aussi besoin ici que nous puissions aménager des endroits afin que les rigoles ne puissent pas nous nuire avec des moustiques ou bien avec des eaux usées. Un drapeau national, aussi vieux et insalubre que le quartier qui l'abrite, vient rappeler qu'ici aussi, les gens se sentent camerounais. Ce sont des patriotes, les jeunes surtout. Ils rêvent d'un avenir meilleur. L'espoir vient certainement du football, qui passionne de nombreux enfants. Ça a été toujours ma passion, parce que je suis le coach qui a remporté la première Coupe Top, avec des joueurs qui étaient à l'intérieur comme les Canets, les Mabouan Kessak, c'est tous ces joueurs que j'ai eu entre leurs mains en tant qu'entraîneur de Lyon Junior. Et après avoir cessé le football, j'ai pensé, comme mes aînés, l'Engilin Dengue, Akono Jean-Paul, Fundongo, qui ont été mes entraîneurs, les Santa Maria, qu'il fallait prendre la relève. Et c'est pour ça que je le fais vraiment, c'est une passion pour moi. Les enfants sont bien intéressés, les parents sont intéressés. Mais les parents sont vraiment déçus. Pourquoi? Parce que certains collègues qui sont passés par avant ont raquetté les parents. Ce sont pourtant ces sites d'habitation qui regroupent le gros lot des populations dans les villes camerounaises. Face à l'adversité et devant la pauvreté, les gens s'organisent et changent progressivement leur cadre de vie. Oh, oh, papa moi, oh, ta possum, oh, ta possum. Il y a 3 points d'eau. Il y a première source, deuxième source, troisième source. D'autres ne sont pas améliorés parce qu'on n'a pas de moyens pour pouvoir les faire. Mais déjà la première source est bien améliorée et les gens viennent puiser. On ne vient pas, même les gens des routes Manguier, ils viennent puiser. Au Yakrai, viennent puiser. Les gens de la zone Victoire viennent puiser. En haut de l'Omnisport, Kaji, tout ça, tous les gens qui sont en haut, les grands immeubles, quand il y a coupure d'eau, eux, ils viennent puiser, ils passent par ces escaliers-là.
Aidés en cela par des ONG, des associations, ils vivent en permanence sous la menace d'un déguerpissement, conscients qu'ils ne peuvent prétendre à aucun droit malgré les années qui passent. Autre lieu, autre cadre d'habitat pour les Camerounais. Les sites aménagés par l'État, construits et gérés par la Société immobilière nationale. Les commodités sont présentes, mais la vétusté des investissements laisse aujourd'hui à désirer. Les anciennes cités SIC aujourd'hui qui ont pris de l'âge ont l'avantage de présenter un foncier qui a pris beaucoup de valeur. Donc il s'agit aujourd'hui d'optimiser ce foncier en réalisant la densification verticale, c'est-à-dire en construisant des immeubles en hauteur. Je peux d'ailleurs vous dire qu'au niveau de la cité verte à Yaoundé, il y a un exemple d'un immeuble en cours d'achèvement. Là où se trouvait l'ancienne antenne de la SIC, ce n'est pas loin de l'hôpital de la cité verte. Et toujours à la cité verte, un autre immeuble vient de commencer sur un espace qui était un talus, qui n'était occupé par personne. Donc c'est un peu dans cette direction que la SIC voudrait augmenter l'offre en logement. L'autre axe, c'est la recherche des terrains, parce qu'il faut bien comprendre que la matière première d'un promoteur immobilier, parce que nous sommes le promoteur immobilier public, c'est le foncier. Donc l'État nous aide puisque des déclarations d'utilité publique sont prises par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières dans un certain nombre de villes, de régions. Et au moment où nous parlons, nous sommes en train de monter des esquisses de projets sur ces différents terrains au fur et à mesure que les titres fonciers sont attribués à la SIC. Mais le problème qui pourrait se poser, c'est le problème de diverses commodités, à savoir, si nous avons un terrain, ce terrain doit être constructible, à savoir, il faut des routes d'accès, il faut de l'eau, il faut l'électricité. Je voudrais aussi vous dire que les ménages qui ont des revenus très très faibles auront des difficultés à devenir propriétaires. À ce niveau, il faudrait que nous arrivions à construire des logements en location. C'est le locatif dans d'autres pays qui est destiné aux couches très vulnérables, sachant que ceux qui ont suffisamment de moyens peuvent même acheter leur terrain et construire leur logement. Les coûts subventionnés par l'État ont entraîné une véritable mafia dans l'octroi des logements. De nombreux locataires font de la sous-location. Au vu et au su des responsables de la Société immobilière du Cameroun, qui ne peut que constater au fil des ans sa dépossession de son outil de travail. Des études récentes menées à la SIC ont démontré que 95 à 98% des factures d'entrée, c'est-à-dire de nouveaux clients, c'est plutôt des régularisations de sous-location, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà dans la maison, qui nous écrit, qui dit que lui, il veut un contrat. Ça se passe les week-ends, ça se passe la nuit, les clés qu'on passe de main en main. Bon, ceux-là, ce sont des Camerounais. Ce que nous voulons, c'est régulariser ces situations-là. Alors, c'est ce qui fait croire aux gens que c'est certaines personnes qui ont droit d'avoir un logement. C'est pour cela que lorsque l'offre sera augmentée, lorsqu'il y aura une production en masse, on ne pourrait plus avoir un tel problème. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur le montant des loyers de la SIC. Des études démontrent que le loyer actuellement pratiqué à la SIC, c'est le tiers du loyer sur le marché immobilier. C'est-à-dire que dans certaines cités, quand vous traversez la route, vous trouvez un loyer triple de ce qui se passe à la SIC. C'est pour cela donc que les logements SIC sont très demandés. À ce niveau-là, ça peut nous poser des problèmes même pour pouvoir entretenir le parc, parce que le loyer actuellement pratiqué ne permet même pas un entretien minimal. Il y a aussi les autres, à qui les moyens permettent de s'auto-construire. Ils font étalage de leur avoir et de leur savoir-faire dans certains quartiers d'élite avec des châteaux de 1001 nuits. Ainsi va l'habitat au Cameroun, une équation à 3 variables que l'État doit cependant résoudre pour combler le déficit de plus d'1 million de logements que le pays enregistre aujourd'hui. Bonjour, monsieur le ministre.
ministre, et ça va très bien, merci. Merci de nous faire l'honneur de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir, Madame Gisèle. Nous venons de faire un tour de la ville de Yaoundé. On aurait pu prendre n'importe quelle ville du Cameroun. Et l'un des premiers constats que nous faisons, c'est que l'habitat est l'un des secteurs les plus sinistrés dans ce pays. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez en partie raison. Nous avons des quartiers insalubres où il faudra restructurer, il faudra réhabiliter. Et vous les connaissez. Nous l'avons dit lors du Forum urbain national en 2014, qu'il faudra avoir de la volonté pour pouvoir restructurer ces quartiers. Il faudra peut-être plus que la volonté, il faudra une véritable politique. Mais comment faire pour la faire accepter par tous, ceux-là qui sont installés dans ces quartiers-là? Justement, vous savez qu'on est dans une ère où la population a son mot à dire. Nous avons, avec l'aide du programme des Nations Unies pour les établissements humains, engagé un processus d'amélioration des bidonvilles par leur programme qu'ils appellent le PPAB, le programme participatif d'amélioration des bidonvilles. Donc il faut amener la population à participer à l'amélioration de son cadre de vie. La première phase a été exécutée, n'est-ce pas, à Yaoundé 6, dans le quartier Kolbikok. Et les populations, nous sommes allés là-bas lors des séances de rendu. Nous avons été surpris par l'adhésion des populations. Nous avons également la commune de Kribi 2, qui est également éligible, et la commune de Bamenda 3. C'est des villes textes, c'est des communes textes qui vont nous amener donc à élaborer la stratégie nationale, n'est-ce pas, de lutte contre les bidonvilles. Vous faites bien de commencer par ces tests-là parce que vous avez des gros morceaux qui vous attendent. À Yaoundé, nous avons des quartiers comme la Briqueterie qui sont devenus des no man's land dans lesquels on a du mal à évoluer. Et il y a des quartiers comme Likejo. À Douala, il y a le quartier Noubel malgré tous les efforts de viabilisation qui ont été faits. Ce sera peut-être difficile de passer des textes à la réalité. Vous faites bien de dire qu'il y a des efforts qui sont faits. Et je vous ai dit que les occupations dans nos grandes villes ont précédé l'urbanisation. Et nous devons continuer à apporter ce dialogue, à dialoguer avec les populations. Je vous ai dit tantôt, sans les citer, la briqueterie fait partie des préoccupations de la restructuration. Je dirais également qu'il y a un Vokada, il y a un Vokmbi, il y a un Coleton. C'est un travail de longue haleine. Vous avez dit que la volonté ne suffit pas. Mais il faut également des moyens. Mais la première des choses, c'est la volonté. Monsieur le ministre, l'une des options prises par le gouvernement aussi, c'est le logement social. Mais quand on parle de logement social au Cameroun, c'est quoi exactement? Ça s'adresse à qui? Le logement social, c'est le logement aidé. C'est le logement aidé par les pouvoirs publics. Ce n'est pas le logement donné. Ce n'est pas le logement distribué. Un logement social, c'est-à-dire aidé, de 3 chambres, T4, conformément aux normes, ne doit pas dépasser 90 mètres carrés. Mais les premiers logements qui ont été donc conçus, un T4 est de 112 mètres carrés. La surface engendre un surcoût. Mais, comme je vous l'ai dit tantôt, le chef de l'État a tenu compte en disant, vous
vendez au prix, n'est-ce pas, voilà, de la norme. C'est pour ça que je vous explique. Et tout ce qui est VRD, c'est-à-dire l'assainissement, les voiries, l'amener d'eau, d'électricité, téléphone, ont été pris en charge par le chef de l'État. C'est ça l'habitat social. Et je voudrais rebondir pour dire que c'est différent de l'habitat économique. La différence est quoi, monsieur le ministre? La différence, c'est que l'habitat économique, c'est l'habitat fait pour le moins nanti. C'est-à-dire qu'on utilise les matériaux économiques pour arriver au coût. Et nous sommes donc en train, à la demande du Premier ministre chef du gouvernement, de vendre les premiers logements pour investir dans l'habitat économique. Peut-être c'est ce qui a créé la polémique aussi, parce que les moins nantis se sont sentis une fois de plus oubliés. Non, ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas du tout oubliés. Je vous ai parlé d'un programme de 10 000 logements. De 10 000. Nous avons fait 1675. Parallèlement, nous avons 1500 logements sociaux, mais beaucoup plus économiques, qui sont en train d'être exécutés avec une firme chinoise, dans le cadre de la coopération Cameroun-Chine. Dans ces 1500 logements, nous avons 680 à Yaoundé, 680 à Douala, 100 à Saint-Mélima, 100 à Bafoussam, 100 à Bamenda, 100 à Limbe. Pour ces logements, les T4 coûteront autour de 12 millions. Ils seront faits avec des matériaux locaux? Nous avons économisé les surfaces. Le terme économique revient. L'habitat économique. Nous avons économisé les surfaces. Nous sommes également en pourparlers avec la Mipromalo, qui devrait donc retenir les PME qui sont spécialisés dans les matériaux locaux. Je veux construire, je veux une maison aujourd'hui, je fais quoi? Je vais aller au ministère des Domaines. Des domaines. Pour être sûr que je vais pouvoir avoir un titre foncier. Tout à fait. Et que ce titre foncier sera valable, qu'il ne sera pas annulé le lendemain. Je vais aller à la banque qui va l'hypothéquer, qui va prendre 1 an pour les procédures. Et puis je vais peut-être, de poche en poche, il y aura la pénurie de ciment. Heureusement, on a des cimenteries maintenant au Cameroun. Peut-être j'ai envie de construire dans des matériaux locaux. Ça fait trop d'acteurs. Pourquoi ne pas imaginer un système où je m'adresse à un individu, où l'État organise, pour que chacun ne fasse pas ce qu'il veut et pour qu'on ait un peu moins les immeubles qui s'écroulent un peu partout? Vous ne pouvez pas avoir un guichet unique. De la construction. De la construction, c'est possible. Nous sortons des pays où effectivement, vous avez un guichet unique où vous voulez votre maison. Et effectivement, je vous dis qu'on est en train d'arriver à ça. Et le Premier ministre a donné des instructions. Mais ça n'a rien à voir avec les logements qui s'écroulent. Ce n'est pas les promoteurs qui construisent et qui s'écroulent. Parce que là, ils suivent la procédure normale. Ceux dont vous parlez, c'est des Camerounais qui ont leur terrain et qui font leur plan eux-mêmes. Ils n'utilisent pas des professionnels, architectes, urbanistes ou géotechniciens. Parce que pour construire, madame, il faut déjà sonder votre terrain pour savoir si le programme que vous voulez réaliser là-bas est conforme à la portance du sol. Ça ne se fait pas. Deuxièmement, quand vous avez un plan qui est signé par un professionnel, c'est-à-dire un architecte, il faut également qu'il y ait un ingénieur de structure qui vous fasse le calcul. Quand vous avez déjà un immeuble R+1, il faut qu'il y ait des calculs de structure. Ce n'est pas fait.
Troisièmement, il vous faut un permis de construire. Ce n'est pas fait. Le cas de Douala, le cas de Yaoundé. Et enfin, quand vous avez un permis de construire, il vous faut un permis de conformité qui permet à ce que les services techniques qui sont passés pendant que vous réalisez votre ouvrage confirment que ce que vous avez fait est conforme au plan. Voilà les étapes. Pendant longtemps, il a été le cauchemar de tous ceux qui voulaient investir dans l'immobilier. Le titre foncier, ce projet Sésame, faisait l'objet de toutes les convoitises et donnait lieu à toutes sortes de trafics. L'État aujourd'hui veut le réglementer en rendant clairs et transparents les conditions et les délais de son obtention. Le titre foncier, au cœur de la manœuvre, c'est le deuxième reportage de Bloc Note. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve juste après dans le cadre d'un entretien vérité que nous a accordé Madame le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Madame Jacqueline Koum Abessike, pour faire le point de la réforme domaniale au Cameroun. Je n'ai pas encore le titre foncier, mais je suis en cours car j'avais acheté normalement. Ils ont fait leur titre foncier, ils m'ont toujours parlé. Mais c'est finalement dernièrement que je suis allé voir qu'ils avaient vraiment fait un titre foncier. Moi, j'attends mon, comment on peut dire, l'amorcellement. Dans la quasi-totalité des grandes villes camerounaises, le cas de Dr Fogué n'est pas un cas isolé. Une transaction immobilière entre deux personnes privées, une histoire banale en quelque sorte, mais qui parfois se termine dans des palabres sans fin. Je ne peux pas payer de nouveau, étant donné qu'on s'était entendu sur un prix. Même s'il faut majorer actuellement, ça ne veut pas dire que ça peut être comme celui qu'on vient de le trouver et qui n'avait aucun papier. L'obtention du titre foncier, objet de tant de litiges au Cameroun, représente pour beaucoup encore un véritable parcours du combattant. Et pourtant, les règles sont connues. Donc, l'immatriculation directe, par exemple, il y a la demande de titre foncier. Et la demande de titre foncier commence par la sous-préfecture de la localité. Et on fait un dossier que le sous-préfet transmet au délégué départemental à l'attention du chef de service départemental des affaires foncières. Ça, c'est en ce qui concerne l'immatriculation directe. Et pour la concession, il faut avoir un espace disponible pour un projet. Ça peut être un projet agricole, ça peut être un projet industriel, ça peut être la construction d'une maison d'habitation. Certains usagers, pour contourner ce qu'ils appellent pompeusement les tracasseries, ont fait appel à des professionnels déclarés ou supposés, mais sont néanmoins tombés dans les mêmes soucis. Nous avons le problème de l'insécurité, les problèmes de route et les problèmes d'eau. Surtout le titre foncier, le morcellement, et puis on ne connaît pas, on ne sait pas par où commencer. Nous sommes ici à Ahala, une banlieue de Yaoundé. La localité abrite l'un des premiers projets immobiliers professionnels du Cameroun. Le partenaire tunisien avait alors vendu du rêve, de belles villas, mais la partie camerounaise n'a pas pu assurer 7 ans après la production des titres fonciers. Pour l'obtention des titres fonciers, on ne voit pas le prometteur pour qu'on obtienne quand même les titres fonciers. Mais dans l'achat, on nous disait qu'on va avoir les titres fonciers en main. Dans les quartiers prisés, les acheteurs sont régulièrement confrontés à de nombreux litiges. Double vente, escroquerie foncière, il y a même des cas d'irrégularité issus du décès ou de la mauvaise foi du propriétaire terrien. Il y a des gens qui sont sur le terrain depuis environ 40-45 ans, mais qui n'ont pas acquis le terrain de façon réglementaire, c'est-à-dire que pas devant notaire, comme il se doit. Mais certains ont acquis le terrain de nos grands-parents, de mes oncles qui sont décédés. Bon, leurs successeurs, comme ils ont acquis des titres fonciers, créent des problèmes
à des personnes qui ont déjà plus de 45 ans sur le terrain, c'est des problèmes comme ça. Et il y a beaucoup plus aussi d'escroquerie foncière. Je vous donne un exemple, là où il y a le garage en face là, c'est un terrain litigieux. La personne a eu le terrain en 1974. Mais lui, il est décédé. Après son décès, il y a eu encore 2 autres titres fonciers. Il y a beaucoup plus l'escroquerie foncière avec la complicité des géomètres. Un géomètre, quand il voit un terrain nu, c'est facile de tromper un autre Camerounais. L'administration domaniale au Cameroun est à pied d'œuvre depuis quelques années pour réglementer et rendre plus transparente la nébuleuse que constitue l'accès au titre de propriété. Mais dans tous les cas, nous, si on connaissait la voie à suivre pour aller faire, même si c'est 2 millions, si tu as acheté une maison de peut-être 15 millions ou 20 millions, 2 millions c'est rien, mais qui va nous orienter? On ne sait pas où mettre la tête pour obtenir les titres fonciers. À l'intérieur même du département ministériel, le travail s'organise pour plus de transparence et un meilleur contrôle. C'est dans ce livre que nous trouvons toutes les informations qui sont liées au terrain qui a été immatriculé. Ici, par exemple, nous voyons les limites. Nous voyons d'abord le lieu dit. C'est-à-dire que ce terrain se trouve, par exemple, à Feuille Village. Et on indique le lot. Et on voit par quelle procédure il a été obtenu. C'était une procédure c'était le morcellement, c'est-à-dire c'était un terrain déjà titré et on a eu à morceler à quelqu'un pour qu'il obtienne également un titre foncier. Et ici, là, nous mettons en évidence la superficie, le lieu dit, les limites et le nom du propriétaire. Le cadastre, c'était le service indexé comme principale cause des doubles immatriculations. Aujourd'hui, cette administration s'est fortement modernisée. Avant, nous avons des dossiers montés en arbitraire. Ça veut dire que nous arrivons sur un terrain, nous créons des coordonnées pour un point. Et puis, à base de ça, on travaillait. Et on pouvait avoir 2 terrains qui ont les mêmes coordonnées. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible avec le système de réseau géodésique. C'est déjà la fin de double immatriculation sur un terrain. Parce qu'au moment où nous traitons un dossier technique, nous faisons directement le constat au niveau de la map. Parce qu'on fait une mise à jour sur la map foncière. Et quand on introduit les coordonnées dans la map foncière, on fait le constat qu'il y avait déjà un terrain sur la parcelle là. C'est peut-être la fin d'une époque. Le Cameroun tout entier regarde désormais dans cette direction en espérant obtenir, dans des délais de plus en plus brefs, le précieux sésame que constitue le titre foncier, la concession ou le titre de propriété, pour avoir une chance d'accéder de manière réglementée à l'habitat au Cameroun. Merci Madame le ministre pour votre disponibilité. Et merci. Nous allons entrer tout droit dans le vif du sujet parce que la question justement est sensible. La propriété foncière, notre enquête a démontré que c'est le nerf de la guerre de l'habitat. Pour avoir un logement, pour avoir un habitat, il faut d'abord avoir une propriété foncière. Et aujourd'hui, elle pose beaucoup de problèmes au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe exactement? L'État a mis en place tout un grand programme appelé programme de 10 000 logements, de 50 000 parcelles. Et vous avez si bien dit, la propriété foncière est le point central de ce programme, le point central de l'habitat, ce qui fait que le gouvernement a déjà pris un certain nombre, a déjà mené des actions. Dans le cadre de 10 000 logements sociaux, nous avons engagé la construction de 2200 hectares de terrain sur l'ensemble du territoire pour permettre aux entreprises, à l'État de mettre sur pied ces logements sociaux.
je peux vous dire que plus de 300 hectares sont déjà sécurisés avec décret et titres fonciers. Maintenant, par rapport à l'autoconstruction, parce que ce programme a 2 volets. Le volet logements sociaux, logement avec clé en main, et le volet autoconstruction. Et là aussi, des actions sont menées. Nous sommes en train de viabiliser 1104 parcelles avec eau, électricité, route à Yaoundé-Douala pour un départ. Ça va être commercialisé au courant du mois de l'année 2016. Nous sommes aussi dans le cadre donc, des réserves foncières. Nous avons déjà sécurisé 6300 hectares de lotissement domaniaux dans une dizaine de villes. Et 5000 hectares sont en cours de sécurisation dans une vingtaine de villes. Donc c'est pour vous dire qu'à l'horizon 2035, nous allons disposer de près de 15 000 hectares de lotissement domaniaux. C'est quoi le lotissement domaniaux? C'est des parcelles où tout un chacun peut acquérir un lot. Voilà pourquoi on dit lotissement domaniaux. Un lot pour pouvoir y monter une maison. Et ceci à des conditions très souples. Et là, sur ces lotissements domaniaux, il n'y a pas d'aménagement, ce n'est pas des parcelles viabilisées, mais au moins c'est des lotissements tout faits et sûrs. Et ceci dans le domaine privé de l'État. Oui. Avec tous ces problèmes de double mutation, oui. Ils sont nombreux les Camerounais qui ont été victimes de double mutation, de double vente de terrain. Il faut que le gouvernement puisse proposer une solution à tout cela. Le gouvernement joue son rôle de régulateur, son rôle de gendarme, son rôle de conception des politiques, de mise en place des procédures. Le gouvernement joue bien ce rôle-là. Bon, maintenant, je dois vous dire que il y a tout un pan dans le foncier qui revient au gouvernement. Celui donc de l'infrastructure cadastrale qui est d'une importance fondamentale. Cette infrastructure cadastrale revient à quoi? Cela revient à ces repères que nous appelons les repères géodésiques, les bornes géodésiques, sur lesquelles les géomètres doivent se référer pour faire leur levée. Vous voyez? Cela revient à l'État. Et l'État est en train de le faire. Nous avons engagé ce programme. Nous sommes à plus de 2000 bornes géodésiques aujourd'hui. Et je peux vous donner avec assurance, vous dire avec assurance que tous les arrondissements, toutes les communes de la République aujourd'hui ont au moins une borne géodésique. Donc, sur toute l'étendue du territoire national, un géomètre a une borne de référence. Quand il trace son système orthonormé, il a un repère officiel qu'il doit prendre en compte. Ça me donne envie d'évoquer une autre question, celle du passif. Oui. Actuellement, il est lourd. Ouais. Il y a le passif contentieux, comme je disais tout à l'heure, les documentations, les annulations de titres pour lesquels les bailleurs, donc les financiers ont engagé des fonds. Mais il y a également des autres personnes, c'est des gens qu'on a rencontrés pendant notre enquête, qui ont investi sur des grandes surfaces à racheter ou abandonnées, qui n'appartenaient à personne et qui aujourd'hui doivent répondre à une certaine réglementation. Or, ils ont déjà investi parfois 50, 100 hectares sur des parcelles sur lesquelles ils n'ont pas obtenu de concession, ils n'ont pas obtenu de titre, mais ils sont là. On fait quoi de tout ce monde? Les litiges fonciers naissent tout le temps. On ne peut pas avoir la prétention de vider à zéro ce stock. Mais le ministère s'est quand même organisé de telle manière que dans les régions, nous avons créé dans nos délégations régionales les services chargés du règlement des litiges.
Ça, c'est nouveau. Ça nous permet, nous, dans les services centraux, d'avoir un relais sur le terrain. Et puis, il faut quand même dire que le règlement des litiges est stratifié. Vous avez une instance au niveau du gouverneur. Et ensuite, vous avez l'implication de nos services régionaux. Et ensuite, vous avez donc le traitement de ces litiges au niveau des services centraux, donc à mon niveau. Bon, évidemment, nous le faisons parallèlement ou en collaboration avec les tribunaux. Maintenant, par rapport à ceux qui, là je les appelle les acquéreurs de bonne foi, c'est-à-dire que vous avez acquis votre terrain sans savoir que quelque part, il y a un problème entre, dans une famille, un beau jour, le problème surgit, le titre foncier mère est annulé, et maintenant, vous vous retrouvez dans un conflit familial. Nous sortons l'acquéreur de bonne foi du pétrin. Nous traitons la parcelle de l'acquéreur de bonne foi dans le cadre d'une concession. Comme la mise en valeur est déjà là, on passe au titre foncier parce qu'il a déjà la mise en valeur. Et c'est comme ça que nous trouvons la solution aux acquéreurs. Et j'ai dit, si un acquéreur est de bonne foi. Et c'est ainsi que ça va se passer également pour ceux qui ont... Maintenant, pour ceux qui ont des grandes superficies, vous savez, nous sommes dans un régime de concession dans notre pays. Les immatriculations sont accordées à ceux qui sont installés ou qui ont fait des mises en valeur avant 1974. Vous comprenez? Sinon, tout le reste, après 1914, c'est la concession. Quand vous avez 100, 200 hectares, vous devez obéir à un cahier de charges qui vous soumet à un certain nombre d'obligations. Et pour les grandes superficies, le cahier de charges demande que celui-là qui bénéficie de centaines de milliers d'hectares, que les riverains aient les retombées en termes d'emploi, en termes de services de base, en termes de routes, en termes d'eau, ainsi de suite. On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Dans le domaine de l'immobilier au Cameroun, c'est pourtant ce qui manque le moins. Aux côtés des institutions de banques classiques, l'État a créé toute une banque dédiée au financement de l'habitat, c'est le Crédit foncier du Cameroun. Les investisseurs peuvent également trouver leur financement auprès des fonds d'investissement, auprès des associations d'épargne et de crédit. Le I comme toujours réside dans le montage et la crédibilité des projets proposés, ainsi que dans les garanties proposées. Financer l'habitat au Cameroun, un métier à haut risque, c'est le troisième reportage de Bloc-Notes. Il sera suivi par un complément d'information apporté dans une interview exclusive du directeur général du Crédit foncier du Cameroun, M. Jean-Paul-Marie Missi. Ici, c'est une agence du bras séculier de l'État du Cameroun pour financer l'habitat. L'institution qui compte aujourd'hui près d'un demi-siècle d'histoire est financée par tous les Camerounais sous la forme d'un prélèvement direct sur leurs revenus. Autrefois, c'était une véritable nébuleuse pour les usagers en quête de financement. Mais les méthodes dans cette institution financière semblent s'être améliorées au fil des années. J'étais fonctionnaire. Bon, donc peut-être mon salaire jouait de garantie, donc j'ai pu quand même bénéficier de ce crédit. Il n'y a pas eu de casse-tête et les remboursements se passaient normalement. Ils sont comme lui des milliers de personnes qui ont eu recours à la Banque de l'Habitat pour se financer leur logement.
J'avais beaucoup d'inquiétudes. Comment va se passer mon salaire? Beaucoup de questions. Et toutes ces questions ont en fait des solutions lorsqu'on visite leur site et en rencontrant les services clientèle. Donc c'est une opportunité qui est assez peu connue du grand public. Peut-être que tout ce que je peux peut-être recommander, c'est que bien sûr que je ne suis pas encore à bout, mais c'est de faire suffisamment de promotion, surtout auprès des usagers et des fonctionnaires, pour qu'ils puissent développer un toit à eux, parce que c'est vraiment une manne. Parce que les crédits immobiliers sont des crédits très longs, la Banque du logement de l'État du Cameroun va désormais chercher sa clientèle au berceau. L'objectif est de lui laisser le temps de réaliser sans pression son projet de vie. Les gens ont du mal à venir, généralement parce qu'ils confondent le prêt immobilier et le prêt à la consommation. Le prêt immobilier a beaucoup d'intervenants, notamment des experts techniques et tout. Et même la réalisation du projet immobilier, ce n'est pas donné à tout le monde. Sur le chemin, parfois des difficultés surviennent. Lorsqu'il arrive que le client dans notre relation ne soit plus à même de rembourser, la première chose que nous faisons, nous l'appelons. Quand il arrive qu'il a perdu son emploi, il vient, nous pouvons lui permettre de payer ce qu'il peut pendant le moment où il n'a pas d'emploi, parce qu'effectivement nous comprenons. Mais entre-temps, pour que les impayés ne s'alourdissent pas, on va vous dire ne laissez pas, faites ce que vous pouvez pour que chaque mois vous versez quelque chose. Et maintenant, lorsque vous retrouverez un emploi, soyez quand même honnête pour dire que je reviens vers vous parce que ça va mieux. Des milliers d'habitats sont ainsi financés par la Banque du logement, mais les usagers ont plus d'un filon pour réaliser leur projet. C'était en 2011, je payais mon terrain. Je me suis inscrit en une coopérative. Je demandais un crédit. Il a dit que pour me donner le crédit, il faut que je mette 20% de ce que je demande. Après ça, quand j'ai mis le 20% là, la délégation a allé là-bas. Il a trouvé mon terrain, il a vu que ce que je demande, ça peut aller. Il m'a donné le crédit. J'ai construit ma maison après 5-6 mois. J'ai fini ça. C'est donc l'argent qui manque le moins. Mais le défi du logement reste tout entier. Un véritable casse-tête chinois pour les pouvoirs publics, aujourd'hui complètement débordés par le déficit du logement au Cameroun. Voilà, mesdames, messieurs, je vous annonçais tout à l'heure un petit détour. Et du côté du Crédit foncier du Cameroun, nous allons à la rencontre du directeur général, M. Jean-Paul Missi, qui va certainement nous apporter un peu plus de lumière sur les conditions d'accès au crédit pour améliorer l'habitat ici au Cameroun. Que peut faire votre structure pour que l'habitat au Cameroun s'améliore? La question n'est pas tant l'absence du financement, c'est davantage la viabilité du projet. Et c'est de là que viennent les malentendus. La deuxième préoccupation, c'est que à l'expérience, il apparaît que notre clientèle n'est pas toujours préparée à réaliser un projet immobilier, qui sont des projets de vie où on s'engage pour 20 ans. Quelques-uns au pied levé pensent qu'ils peuvent lancer un projet de construction. Et naturellement, quand on n'est pas préparé, on fait face à beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'on observe d'ailleurs que dans les conditions de mise en prêt, on en risque facilement 6-9 mois, 1 an pour que le client soit prêt. Je veux avoir un crédit chez vous. Il faut absolument que je passe par les bureaux d'études agréés auprès de votre institution, c'est ça? Oui, je l'affirme ainsi parce que c'est une condition pour assurer que le projet... Est-ce que ce n'est pas une façon de barrer la voie à ceux qui arrivent? Non, je vais vous dire pourquoi non. On s'est rendu compte qu'on avait des projets qu'on finançait qui n'étaient pas conçus par des hommes de l'art, avec tout ce que cela peut comporter comme risque. Et donc nous nous sommes simplement appuyés sur les dispositions légales pour dire que ne peut concevoir un projet de cette nature que des personnes agréées et inscrites à l'ordre professionnel, soit des architectes, soit des urbanistes. Et donc c'est une garantie en termes de sécurité, parce que vous savez qu'en tant que question publique, nous sommes quand même garants d'une certaine qualité.
C'est vrai pour toutes sortes de constructions ou c'est seulement pour des grands immeubles? Quand je veux faire une petite maison d'habitation de 3-4 chambres pour ma petite famille, je dois passer par le même cheminement? Je vous vois venir, Madame Neminga, mais je vous rassure que lorsque nous avons institué ce système d'agrément, nous avons naturellement pensé aux clients. Et je peux vous révéler que les conclusions des négociations que nous avons menées avec l'ordre des architectes et les bureaux d'études nous a permis de réduire des 3 quarts le coût pratiqué habituellement par tous ceux qui venaient là accompagner les clients et en qualité ou non. Donc, nous avons veillé à cet aspect des choses et cela a permis de réduire considérablement les honoraires qui sont payés. Je ne vous donnerai pas de chiffres pour vous lancer auprès de la clientèle, mais aujourd'hui c'est un service qui est accessible pour toutes les classes sociales. Et d'ailleurs, même nous avons échelonné en fonction du niveau des prêts. Et si je suis un petit client, petit fonctionnaire, un petit employé de bureau et que je veux prétendre à votre financement, quelles sont les conditions? Les conditions, généralement, je vais vous donner des plages. Nous faisons des prêts de 3,75% à 6%. Des prêts qui s'étalent jusqu'à 30 ans pour les jeunes. Ça, je vous mets au défi de nous dire où est-ce qu'on peut trouver mieux. Des différés qui vous permettent de réaliser votre projet qui vont jusqu'à 1 an et demi. Et des montants qui plafondent jusqu'à 250 millions pour les personnes physiques, sachant que pour les institutions, nous pouvons aller jusqu'à 500 millions. Donc, la clientèle est essentiellement faite de personnes physiques ou de personnes morales, comme je l'ai dit, mais qui présentent la capacité au triple plan juridique, technique et financier. Est-ce que vous pouvez donner des prêts à tous ceux qui viennent vers vous quand ils remplissent les conditions? Nous n'avons à ce jour pas un seul exemple d'un projet bancable qui est manqué de moyens. Donc, je le redis volontiers, ce n'est pas tant la question du financement qui fait problème. Le marché offre toujours les projets de financement. La question, c'est la pertinence et la viabilité des projets. Si c'est vrai, pourquoi il y a tant de grincements de dents quand on parle de l'accès au crédit foncier? Il y a des grincements de dents parce que, madame, le métier exige que lorsque vous prêtez de l'argent, il faut le rembourser. Premièrement, c'est le principe du crédit. C'est le retour des fonds qui garantit la pérennité de l'activité. Et beaucoup de malentendus proviennent de là. Il y a une fâcheuse compréhension de l'exigence de retour des fonds. Je crois qu'il y a une vraie culture qu'il faut développer, sensibiliser les clients pour savoir qu'un prêt qui se contacte doit se rembourser. Deuxièmement, je l'ai dit, nous avons le sentiment au regard de l'analyse de notre portefeuille, notamment des difficultés que connaissent certains projets, que les clients ne sont pas véritablement préparés à engager un projet de cette nature. Ce sont des projets de long terme qui nécessitent une préparation, qui vous engagent pour 20 ans. Vous convenez avec moi qu'entretenir une relation sur 20 ans, ce n'est pas forcément un fleuve tranquille si des dispositions ne sont pas prises de part et d'autre pour que les engagements soient scrupuleusement respectés. Pourquoi les gens vont encore dans les tontines pour chercher de l'argent alors que vous proposez des taux très intéressants, visiblement? C'est une question qui mérite effectivement une réflexion. Vous connaissez le caractère informel des activités. Et donc, nous évoluons, nous, dans un cadre formel. Et vous comprenez que la flexibilité qu'offrirait ce secteur informel ou cette économie souterraine ne peuvent pas permettre de comparer les deux modèles économiques. Donc on peut comprendre que certains, notamment ceux qui ne disposent pas de revenus formels, qui ne peuvent pas justifier d'un emploi stable, sont naturellement exclus pour des raisons que j'ai évoquées de procédure. Ceux-là, effectivement, ont tendance, une raison naturelle, à se retourner vers les tontines, comme vous dites. Mais ceux qui ont un revenu formel constant, c'est la plupart de nos clients et je crois qu'ils sont nombreux. C'était Bloc Note. Le Zoom, c'était sur l'habitat au Cameroun, ses besoins, ses possibilités. C'était surtout présenter cet immense chantier dans lequel l'État s'est engagé pour fournir des logements et des possibilités de construire aux populations, tant il est vrai que sans un logement décent, l'émergence dont on parle tant pourrait n'être qu'une simple vue de l'esprit. L'habitat au Cameroun, un gisement d'investissement, un défi national. C'était Bloc Note. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres.
Mon équipe et moi-même serons très heureux de vous retrouver très prochainement pour une autre édition de votre magazine.